Bonjour à tous, je m'appelle Abigail Allard-Robitaille, je suis avocate de formation, puis je travaille présentement à la conception du contenu et à la rédaction de l'information qu'on présente sur le site juridique, où on vous donne accès à de l'information juridique qui est facile à comprendre en anglais et en français. Bienvenue à ce rendez-vous juridique du mois de février. Aujourd'hui, on va parler de finances personnelles après une séparation ou un divorce. On s'est dit que souvent, les gens pouvaient peut-être sous-estimer les impacts d'une rupture sur leur situation financière. On n'a pas inventé ça. On pense que c'est ressorti notamment des sondages et puis des entrevues que nous avons menées là, dans le cadre de la création du site juridique. On voit que c'est un enjeu qui touche beaucoup de personnes. Et puis, si vous avez assisté au rendez-vous juridique de janvier, vous avez peut-être entendu M. André Boulet nous dire que tout au long de sa carrière, il y a très peu de personnes qui viennent le consulter pour planifier les conséquences financières de leur séparation. Donc, si c'est votre cas, vous n'êtes pas les seuls. Et vu l'intérêt que les gens ont pour ce sujet-là en particulier, on a décidé d'en faire l'objet de notre rendez-vous juridique d'aujourd'hui. Pour nous en parler, on a des invités de qualité que je suis très, très contente de vous présenter. Elles vont nous partager de l'information et des conseils pratico-pratiques pour avoir de bons réflexes lorsqu'il est question de la gestion de vos finances, si vous vivez ou vous traversez une séparation ou un divorce. Donc, pour ceux qui ont écouté notre rendez-vous juridique de décembre, vous allez reconnaître notre première invitée, qui est Maître Suzanne Pringle. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Abigail. Bonjour tout le monde. Et bien, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, je vais quand même prendre le temps de vous la présenter. Donc, Maître Pringle, c'est une avocate reconnue au Québec dans le domaine du droit de la famille. Elle consacre la totalité de sa pratique à des questions de nature familiale depuis plus de 30 ans maintenant. C'est elle qui a représenté Éric dans l'affaire que les médias ont surnommée Éric contre Lola. C'était l'une des causes les plus médiatisées de la dernière décennie en droit de la famille. Sa carrière lui a valu de recevoir le prix Reconnaissance du barreau de Laval en 2014, le titre d'avocate émérite par le barreau du Québec en 2015 et d'être nommée plaideur de l'année en 2020. Elle est aussi membre du prestigieux American College of Trial Lawyers. Et c'est elle, enfin, qui a inspiré la série Rupture, qui était diffusée à Radio-Canada. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler sur ce projet-là avec elle. Bon, vous aurez compris que Suzanne et moi, on se connaît un petit peu. J'ai commencé ma carrière à son cabinet comme stagiaire, puis comme avocate. Donc, merci de te joindre à nous, Suzanne. Comme d'habitude, c'est un plaisir de te retrouver et de parler de droit avec toi. Merci. J'ai aussi le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre deuxième invitée qui est Madame Nathalie Roy. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, elle est conseillère budgétaire à l'ACEF Montérégie-Est. Les ACEF, c'est des associations coopératives d'économie familiale. Ce sont des organismes communautaires d'éducation financière et de défense des droits des consommateurs. Leur mission, c'est d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population en matière de finances personnelles, de consommation responsable et de logement. Leurs services sont gratuits et confidentiels, puis ils comprennent des services de consultation budgétaire individuelle, notamment pour ceux qui souhaitent apprendre à construire un budget, à être guidés dans leur planification financière, trouver des solutions en cas d'endettement et organiser leur budget suite à un changement financier important dans leur vie. On pense justement à la séparation et au divorce, qui sont essentiellement les thèmes de notre discussion aujourd'hui. Donc, merci Nathalie de vous joindre à nous, puis pour représenter l'ACEF, mais aussi pour nous parler de votre expérience terrain avec des personnes qui ont certainement des défis à relever au niveau de leurs finances personnelles. Puis les ACEF jouent un rôle essentiel au sein de nos communautés. Puis c'est vraiment un privilège de vous avoir autour de cette table virtuelle de discussion. Merci. Pour en savoir plus sur les services de l'ACEF, on va mettre le lien en commentaire vers leur site web, donc vous pourrez aller le consulter après l'événement. Si jamais vous avez des questions en parlant des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de les prendre peut-être au fur et à mesure, on va se réserver une petite période à la toute fin pour y répondre. Le rendez-vous d'aujourd'hui, comme d'habitude, il est diffusé sur notre page Facebook, sur celle du ministère de la Justice du Québec aussi, mais il est également sur celui de l'ACEF Montérégie-Est aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allons-y, on va parler de finances après la rupture. Je ne pense pas me tromper si je vous dis que c'est probablement l'une des périodes qui est les plus difficiles à traverser, puis je pense surtout à celle qui vient vraiment tout de suite après l'annonce de la séparation.
On parle d'une douleur vive, certainement. C'est une période d'inconnu, une période d'inconnu où on a l'impression peut-être qu'on se jette un peu dans le vide. Et puis, ça peut faire peur. Puis, on dit souvent, la relation, elle est terminée, mais c'est tout ce qui vient avec n'arrête pas nécessairement au même moment. Les liens financiers qui unissent le couple sont encore bien présents. On pense aux paiements hypothécaires, on pense aux factures d'hydro, aux relevés de carte de crédit conjointe, aux dépenses pour les enfants. Tout ça, ça ne prend pas nécessairement fin au même moment où on annonce une séparation. Souvent, les couples, qu'ils soient mariés ou non, ils vont avoir une forme d'intégration de leurs finances. Puis je pense justement à tout ce qui est conjoint, les marges de crédit, les cartes de crédit, les comptes. Suzanne, qu'est-ce que tu réponds quand tes clients te demandent s'ils peuvent fermer tous ces comptes-là après la séparation? Écoutez, l'idéal, c'est, oui, il faudrait tout séparer, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus nuancé. Quand les gens nous disent, les institutions financières, les conseillers, les banquiers leur disent, écoute, la meilleure chose, ce serait de tout fermer, de tout séparer, mais ça fonctionne pas comme ça. On peut pas répondre ça dans le vide, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On continue de faire les vrais couples continuent de faire des dépenses. Ça peut se faire sans l'accord de l'autre, ça peut se faire avec l'accord de l'autre. Les comptes conjoints, c'est toujours inquiétant, puis je pense que c'est ce qui crée le plus d'incertitude à la séparation. Parce que on a toujours peur qu'il y en a un des d'autres qui vide le compte ou qui retire l'argent sans l'autorisation de l'autre, puis qu'on ne le revoit plus. Puis aussi, quand tu as un titulaire principal, un titulaire secondaire sur une carte de crédit, il y a des grandes inquiétudes. On voudrait que ce soit ça, mais dans certaines situations, puis quasiment toutes les situations, c'est pas toujours une bonne idée de retirer tout accès du jour au lendemain à l'autre conjoint. Parce que souvent, il y a un des conjoints qui gère les finances, mais souvent, c'est pas ce conjoint-là qui est le titulaire du compte ou est la personne responsable du compte. Alors, tu sais, quand on pense aux unions les plus traditionnelles, par exemple, là, et ça, là, c'est un mot assez galvaudé parce que c'est souvent ça, même dans les unions moins traditionnelles. Là, si quelqu'un gère le compte, mais pas d'entrée de fonds, ben ça ne fonctionne pas. Si cette personne-là doit payer les comptes puis qu'il n'y a pas d'apport au compte, ça ne fonctionne pas non plus. On peut aussi penser aux comptes où qui payent toutes les dépenses de la maison, les dépenses des enfants, ou passent certains paiements en particulier. C'est super important de ne pas fermer ça du jour au lendemain, puis de prévoir quelque chose pour ça. Donc, si c'est possible, on le fait. L'idéal, c'est d'essayer d'en arriver à une entente à la séparation ou avant la séparation pour le fonctionnement des dépenses. Mais si on n'a pas d'entente, s'il n'y a rien de réglé, c'est un petit peu permettez-moi l'expression cow-boy, de le faire immédiatement pour mettre toute la famille dans le pétrin par la suite. Il faut gérer ça différemment, en gros. Puis, tu sais, c'est pour préciser aussi qu'on a une approche aujourd'hui qui est assez chronologique. Là, on commence par parler vraiment après la séparation. On ne parle pas de mois ou d'années. On est là, vous venez de vous séparer. C'est pas le temps de se mettre dans un pétrin. C'est vraiment d'essayer d'en discuter quand c'est possible de le faire. On le sait que ça ne l'est pas toujours, puis les tribunaux sont là pour ça quand ça ne l'est pas, mais de trouver des solutions qui sont vivables dans l'immédiat après l'annonce d'une rupture. Disons que l'idéal, Abigail, c'est épouvantable qu'un des deux conjoints vienne pour payer l'épicerie de la maison et se rendre compte que sa carte a été coupée pour tout accès. Ça n'a pas de sens, ça. On s'entend. C'est un exemple assez frappant, effectivement. Là, mais ça arrive. Effectivement. Et puis, Nathalie, de votre côté, les gens peuvent venir vous voir à différents moments pour vous poser des questions par rapport à leur situation financière. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens qui viennent vous voir justement dans ces moments-là? Là? Quelqu'un qui vient vous dire, je suis séparée là, depuis 48 heures, je suis dans telle situation. Est-ce que ça vous arrive ou sinon ils viennent vous voir plus tard dans le processus? Ça nous arrive qu'ils viennent nous voir quand même assez rapidement. En fait, de notre côté, dans les bureaux, ce qu'on voit souvent, c'est plus le statu quo, c'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas pressés
de délimiter les revenus et les dépenses. Et c'est là, des fois, là, qu'il arrive là, des problématiques, là, parce que des fois, il y en a un des deux là, qui va plus utiliser là, une carte de crédit ou une marge de crédit. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tout de même rapidement là, délimiter là, les revenus et les dépenses. Et il faut rapidement faire une petite entente, là, même si elle est temporaire pour commencer, mais pour vraiment connaître la responsabilité de qui doit payer quoi. Parce que ça, souvent, on voit que les gens ne sont pas trop pressés de le faire, sous prétexte que, bon, on est en bonne entente, puis tout ça, mais malheureusement, c'est mieux de mettre ça au clair le plus rapidement possible, là, quand même. Donc, nous, ce qu'on suggère fortement aux gens, c'est de se faire rapidement une entente temporaire, puis on les réfère là, pour avoir rapidement recours là, à de la médiation pour avoir là, une entente là, le plus équitable possible dans le cadre d'une personne neutre. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les gens essaient de se faire des ententes seulement que par eux-mêmes. Malheureusement, il y a souvent un des deux conjoints qui se fait un petit peu avoir, qui se retrouve avec une entente vraiment inéquitable parce que, bon, on ne veut pas de chicane avec l'autre conjoint ou, ah ben, on ne veut pas trop déranger les enfants. Sauf que malheureusement, ces personnes-là, des fois, se retrouvent dans des ententes tellement inéquitables qu'ils manquent de sous pour combler leurs besoins de base à eux-mêmes, pour pas que les enfants soient trop dérangés ou pour pas faire de chicane avec l'ex-conjoint. Moi, ça me fait penser même ce que vous dites que dans certains cas, il y a des rapports de force qui sont inégaux. Je pense qu'on ne peut pas complètement occulter cette possibilité-là. Puis quand on parle de médiation, quand on parle d'essayer de parvenir à un règlement, j'avais déjà fait la mise en garde dans un autre de nos rendez-vous juridiques, on s'adresse peut-être pas à vous. Si vous pensez être dans une situation où vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que votre conjoint ou votre conjointe, qui a peut-être des rapports de force qui sont inégaux, voire vous vivez une situation de violence conjugale, n'hésitez pas à consulter, il y a des ressources pour vous. Oui, on pourra peut-être les mettre dans les commentaires de la présente conférence. Oui, effectivement. Puis d'autant plus, comme vous venez de le dire, dans les cas de violence conjugale, c'est d'autant plus important qu'il y ait une tierce personne là, pour bien délimiter tout ça. Oui. Suzanne, au niveau de ces ententes-là, parce que parfois, elles sont faites en médiation, parfois, les gens, ils ont déjà des avocats là, dès la rupture. Sur quels aspects vont porter les ententes temporaires qui surviennent après la séparation? Je vais m'arrêter seulement au niveau financier parce qu'évidemment, il y a tout le reste, là, on s'entend. Alors, en fait, ça concerne tout ce qui est frais communs, frais de la famille, frais des enfants et j'ajoute les dépenses personnelles des deux conjoints. Il y a des gens qui oublient ça, tu sais. Ils se disent, oh mon Dieu, au moins il va payer pour les enfants ou elle va payer pour les enfants. Donc, ça veut dire tout ce qui s'appelle paiement logement, paiement ou hypothèque ou Hydro-Québec, télévision, Internet, assurance habitation, assurance vie. Hein? Les gens oublient l'assurance vie, c'est comme important de ne pas l'oublier. Comment utiliser les comptes de la famille, qu'ils soient conjoints ou non, là, mais les comptes conjoints surtout. Madame Roy l'a dit tantôt, c'est important. On vise à essayer de délimiter les responsabilités de chacun, qui paie quoi et qui dépose quel montant. Quelquefois, les gens vont passer par un compte conjoint. J'ai même des gens qui s'entendent très, très, très bien, qui font ils se créent une adresse courriel où ils mettent un fichier Excel avec toutes les dépenses et ils se disent ce qu'ils dépensent pour les enfants ou pour la famille et ils s'entendent sur comment fonctionner avec ce compte-là. Il faut que ce soit clair. Puis plus c'est clair, plus c'est facile à écrire aussi dans le cadre d'une petite entente. Aussi, une pension alimentaire pour les enfants, mineurs, majeurs, ça dépend des situations parce que vous y avez droit. Et je voudrais renchérir sur ce que Mme Roy a dit tantôt.
c'est pas juste dans les situations de violence qu'il faut consulter. Vous savez, on a droit à un certain maintien au niveau des dépenses, de l'assumation des dépenses de chacun. Et le fait que quelqu'un dise, on va voir, par exemple, si tu es raisonnable, peut-être que je vais revenir ou on va revenir ensemble. Ça non plus, c'est pas une bonne raison de régler les situations où la situation financière à la baisse. Alors, bon, évidemment, il y a je le disais, la pension alimentaire des enfants, les pensions alimentaires entre conjoints aussi, si c'est le cas, les dépenses des enfants, toutes les dépenses, pas juste les dépenses de base, les activités, les écoles, etc. Et c'est ça. En gros, c'est tout ça. Oui, tout ce qui peut arriver essentiellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on essaie de le prévoir. On le disait un petit peu plus tôt, en l'absence d'entente, je veux dire, il y a les tribunaux sont là pour ça. Nous, dans notre jargon, c'est ce qu'on va appeler, quand on a besoin d'avoir un jugement en urgence, c'est ce qu'on appelle des ordonnances de sauvegarde. Vous allez peut-être entendre aussi des demandes intérimaires, des ordonnances intérimaires. À ce stade-là du dossier, qu'est-ce qu'un juge prend en considération? Ce que le juge prend en considération, et je vais ajouter quelque chose de très important par la suite, puis vous allez comprendre pourquoi, c'est la notion de statu quo. Ça, c'est notre langage, ça fait comme, bon, c'est l'état actuel des choses. Je vous donne un exemple, là. On va mettre un chiffre facile. Si pour les enfants, ou toute la famille, il était dépensé, il a toujours été dépensé, je donne un chiffre quelconque qui n'a pas rapport, là, 500 $ par semaine. Si on se fait offrir 50 $ par semaine et qu'on s'en va devant le tribunal, bien, le juge va dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Si le statu quo était de 500 $ par semaine pour toute la famille, c'est-à-dire les enfants, madame ou monsieur, c'est pas important, c'est non-genré, évidemment, à partir de là, ben, on va donner ce montant-là qu'on va, si c'est pour les enfants, c'est de l'argent net. Si c'est pour l'époux, l'épouse, ça va être de l'argent qu'on va rendre brut parce qu'il y a de l'impôt à prévoir. Mais la notion de c'était quoi les vraies dépenses de la famille va être importante. D'où, et je fais une mise en garde importante. Madame Roy a dit tantôt, souvent les gens agissent rapidement. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop patients ou passifs et qui attendent tellement longtemps que le statu quo change, que les dépenses sont rendues beaucoup plus basses et que là, l'autre côté ayant prévu la chose dit au juge, oui, mais le statu quo présentement, c'est plus ce que c'était durant le mariage, c'est telle dépense et c'est beaucoup moins. Attention, lumière rouge quand il faut le faire assez rapidement pour que la vraie situation, celle qui existait durant la vie commune, puisse être maintenue par un juge en ordonnance de sauvegarde. Évidemment, il y a toujours des nuances. Si tout le monde dépensait trop, il peut y avoir une obligation d'ajustement, mais la base, c'est ce que je vous ai dit tantôt là-dessus. Puis là, je vais profiter de tes expériences de pratique. Oui. Peux-tu penser à des exemples de comportements, je vais utiliser l'expression qui revient à jeter de l'huile sur le feu, là, des comportements à proscrire qu'on voit dans les instants suivant une rupture? Oh, j'en ai plein d'exemples, mais on va en donner des caricaturales un peu, mais qui sont vrais, là. Exemple, ah ben là, c'est ma fête, il vient de me laisser, ou elle vient de me laisser, je vais aller m'acheter un sac à main sur la carte de crédit conjointe de XXXX $. Un des deux décide, oh mon Dieu, on a sur la marge de crédit hypothécaire X, des fois dizaines, des fois centaines de milliers de dollars de disponibles. Je vais le transférer dans mon compte en attendant au cas où ils veulent le prendre ou elles veulent le prendre. Retirer un gros montant de la marge de mes crédits conjoints, des fois en argent comptant. Arrêter de contribuer au compte conjoint parce qu'on est choqué ou puis tout. On attaque le conjoint, mais on attaque la famille. Couper du jour au lendemain les accès à toute forme d'argent ou de fonds, c'est assez dramatique comme effet, là. Mais ça, c'est pas très bien perçu, disons, par le juge ou la juge. Je pense qu'une des premières questions que les gens se posent quand ça arrive, là, puis je parle le conjoint peut-être qui subit ce comportement-là,
est-ce que je demeure responsable envers la banque? C'est pas moi qui ai fait ça, là. Est-ce que c'est encore moi qui est responsable de payer quand le bill de carte de crédit va arriver le mois prochain? Est-ce que j'ai des recours? Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Seulement, il y a la relation entre conjoints, conjointes, enfin, les conjoints qui existent, mais quand vous avez signé des documents financiers qui vous lient avec une institution bancaire, avec une caisse, vous êtes encore responsable. Alors, d'où la raison pour laquelle il faut régler ça rapidement. Peut-être qu'un juge va intervenir et dire de rembourser plus tard, mais ça peut être très long, ce processus-là. Alors, il faut tenter de régler ces choses-là avant pour ne pas être pris justement si par exemple un des deux peut faire faillite et vous êtes encore responsable et être poursuivi. Il faut se renseigner immédiatement là-dessus. Absolument. Pour conclure, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que il y a des liens sur notre site web juridique sur les droits et recours des gens relativement à tout ce qui est compte, marge, carte, tout ce qui est conjoint. Donc, si jamais vous voulez aller les consulter, n'hésitez pas. Et puis, on va aussi mettre dans les commentaires un genre de petit pense-bête de choses auxquelles on a pensé, auxquelles il est bon de penser peut-être après la séparation, puis on n'ira pas point par point. C'est pas des choses dont on a parlé là, nécessairement aujourd'hui, mais pour référence future, n'hésitez pas à vous y référer. Donc, je rappelle que ce dont on vient de discuter, c'est vraiment là, la période qui suit immédiatement la séparation, quand les émotions sont à vif, quand on est à risque là, d'agir de manière intempestive puis de prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts à plus ou moins long terme. Mais éventuellement, on arrive dans un temps où il est temps de regarder vers l'avenir, une fois que les décisions d'urgence sont prises. La première chose qu'une personne devrait probablement faire, c'est de faire un état des lieux de ses finances. Qu'est-ce que ça veut dire, faire un état des lieux de ses finances, Suzanne? Il faut être capable de connaître ses propres dépenses et les dépenses de la famille pour faire des réclamations quelconques, que ce soit en médiation, que ce soit entre vous deux, entre les deux conjoints ou devant le tribunal. Et pour faire ça, il faut être au courant. Pour les gens mariés, nécessairement, il va falloir faire un état de revenus et dépenses et bilan, c'est-à-dire on met nos revenus, on met nos dépenses, puis on regarde comment on arrive ou on n'arrive pas, puis de combien d'argent on a besoin. Au niveau du patrimoine familial et des biens de la famille, quand on est marié, c'est super important d'avoir la liste de ces biens-là et de pouvoir savoir combien ça vaut parce qu'on va avoir à partager ces biens-là, que ce soit en médiation ou à la cour. Pour les conjoints du fait, je ne dis pas que vous n'aurez pas de pension alimentaire dans le cadre d'une médiation ou que ça ne peut pas être convenu, mais il y a une chose certaine, la loi ne vous donne droit à aucune pension alimentaire entre ex-conjoints. J'arrête ici, c'est un sujet que je connais trop bien. Donc, pour les enfants entre conjoints non mariés, important de connaître toutes les dépenses des enfants, que ce soit les dépenses de base quotidiennes ou de tous les jours. Et il y a des choses qui sont souvent oubliées, les activités, les camps d'été, les cours spéciaux, le tutorat, ce genre de choses-là. Il faut connaître tout ça. Et c'est important. À mon avis, ça devrait être important de connaître ces choses-là, même durant la vie commune, parce que je ne sais pas si Mme Roy a vu ça dans le passé, mais moi, j'ai souvent vu des gens arriver, puis on va dire, écoutez, donnez-nous vos états de compte, on va regarder, on va vous aider, on va en faire un état de revenus et dépenses. Ah, c'est pas moi qui ai les mots de passe. Ça, je vous jure, ça m'a créé un choc. Et j'ai donné une conférence à plusieurs, comme 3000 personnes pan-canadiens avec des représentants d'une grande banque qui avaient fait des sondages là-dessus. Et les gens ne connaissaient même pas durant la vie commune. Souvent, c'est l'autre qui gérait leur propre mot de passe de leur propre compte bancaire. Alors, disons que c'est une émotion quand on se sépare, là. Non seulement vous n'êtes pas capable d'aller organiser vos finances, mais vous ne les connaissez pas. Vous n'êtes pas capable d'aller les voir. Ça,
si vous retenez ça d'aujourd'hui, c'est déjà très, 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 très bon. Puis justement, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, puis la CEF aide les gens justement en apprentissage. Là, je n'ai jamais fait de budget, je n'ai jamais fait de bilan. Moi, je me rappelle même quand j'ai commencé en droit de la famille avec toi, Suzanne, je sortais de mes études, j'apprenais sur le tas en même temps que tout le monde comment faire, puis qu'est-ce que ça devait contenir, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, un état des revenus et dépenses, mais peut-être une question pour vous, Nathalie. Justement, pouvez-vous nous en parler du bilan personnel, hein, les gros mots actifs, passifs? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un bilan individuel? Ben, en fait, ce sont tous les actifs d'une personne, que ce soit le solde des comptes bancaires, que ce soit les biens meubles, la valeur d'une propriété, le CELI, REER, régime de retraite, régime d'épargne-études, des actions d'entreprise, des véhicules, des bijoux de grande valeur. Il y en a plusieurs, mais c'est pas mal les principaux là, qu'on voit dans nos bureaux. Puis ensuite, ben, évidemment, il y a le passif, que ça, c'est l'ensemble des dettes d'une personne. Donc ça, c'est les soldes de cartes de crédit, de marge de crédit, de prêts étudiants, d'hypothèques, de prêts auto. Puis il y a aussi des achats à tempérament. Parfois aussi, il y a des dettes qui sont directement liées à l'actif de l'autre conjoint. Et finalement, ben, on fait le calcul de la valeur nette en soustrayant les dettes des actifs. Je prends un peu la balle au bon parce que c'est un point qui est intéressant là, pour les gens qui sont en situation de séparation ou de divorce. C'est vrai que des fois, dans un bilan personnel, on va retrouver des choses qu'on ne pensait pas avoir à mettre dans notre propre bilan, comme justement, ben, c'est sa voiture, mais j'ai signé le prêt. Oui, ben, le prêt, maintenant, il est dans la colonne de l'un et de l'autre. Puis on pense aussi la question des régimes enregistrés d'épargne-études qui, des fois, on se dit, ben c'est l'argent des enfants, mais s'il y a un parent souscripteur, ben c'est le parent souscripteur, où va se retrouver cette information-là. Donc, il y a quand même certains défis là, qui sont associés au bilan personnel. Est-ce que vous donnez des conseils pratiques à ceux qui n'ont jamais fait de bilan, là, qui arrivent dans vos bureaux, puis c'est la première fois qu'ils ont à en faire un? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Ben, en fait, c'est de retrouver le maximum de documents possibles. Donc, c'est sûr, là, les documents de base, là, comme les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, les relevés de prêt. Ça peut être aussi les polices d'assurance vie pour les polices où il y a une valeur de rachat, Oui. des relevés de placement. C'est ça, de trouver le plus possible là, tous les documents pour trouver ces valeurs-là. Tant qu'à la valeur d'une propriété, on recommande de ne pas hésiter à faire évaluer la valeur d'une propriété par un évaluateur agréé. Bien sûr. Parce que souvent là-dessus aussi, un des deux conjoints pourrait un peu se faire avoir s'il ne connaît pas trop ça, puis que l'autre dit « Ah, ça vaut juste tant » ou bon, peu importe. Hein. Puis les évaluations municipales sont de moins en moins fidèles à ce que ça peut représenter dans les faits, effectivement. Effectivement, que les évaluations municipales sont souvent beaucoup plus basses que les évaluations, en fait, là, des valeurs marchandes, exactement comme vous venez de dire. Donc, ça peut être profitable de dépenser quelques centaines de dollars pour payer un évaluateur agréé pour peut-être gagner plusieurs milliers de dollars sur la valeur de la propriété.
C'est un très bon point. Puis j'aimerais qu'on mette en valeur aussi la CEF fournit des outils, plutôt que de partir de rien. Puis je pense que vous leur recommandez même avant les consultations d'y penser puis de travailler les formulaires que vous fournissez sur votre site web. Donc, je vais demander aussi à ce que les liens vers vos outils budgétaires soient mis dans les commentaires parce que ça peut être très, très utile pour les gens. J'ai un peu le même commentaire pour tout ce qui est des états des revenus et dépenses, là, un budget, probablement le terme que vous allez employer. Est-ce que vous avez des conseils pratiques, encore une fois, pour ceux qui n'en ont jamais fait un, qui pensent à faire un budget pour la première fois post-séparation? OK. Ben, en fait, juste pour terminer avec le bilan, juste mentionner que c'est un des exercices que l'on fait en consultation budgétaire lorsqu'on rencontre les gens. Puis c'est une des interventions, en fait, qui est très bénéfique parce que, justement, quand les gens vont aller en médiation, là, ils ont déjà là, de l'information. Puis aussi, pour déterminer une pension alimentaire, ça va être bien là aussi qu'il y ait déjà en main un bilan. Donc, effectivement, comme vous disiez, le prochain état, c'est celui des revenus et dépenses, qu'on appelle communément le budget. Donc, celui-là aussi, dans un premier temps, c'est de retrouver le plus de documentation possible, comme, bon, encore une fois, les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, des factures, pour nous permettre là, d'avoir le plus possible là, toutes les bonnes informations pour que le portrait mensuel budgétaire qu'on va faire va être le plus près possible de la réalité. Donc, quand on fait l'exercice du budget, c'est important de ne rien oublier. Généralement, pour ce qui est des dépenses fixes, comme le remboursement de l'hypothèque ou de payer le loyer, ces dépenses-là, généralement, ça va assez bien. Où est-ce qu'il faut faire un petit peu plus attention, c'est quand on arrive aux dépenses variables, dont les dépenses occasionnelles ou les dépenses annuelles. Là, c'est nécessaire là, de faire un exercice, là, de prendre un peu plus le temps d'y penser pour ne pas en oublier, puis surtout ne pas en sous-estimer. C'est sûr qu'il y a des dépenses variables comme l'épicerie, que ça revient quand même assez souvent, c'est pas trop mal. Mais quand on pense aux dépenses comme les réparations d'auto ou les cadeaux d'anniversaire, ben, l'exercice est un petit peu plus long à faire parce qu'il ne faut pas que ce soit négligé. Puis, la dernière chose par rapport à ça, c'est de ne pas négliger non plus des petites choses qu'on oublie souvent quand vient le temps de faire un budget, c'est-à-dire les cafés, la loterie, les petits repas sur le pouce. Ça a l'air de rien, mais ça peut représenter plusieurs centaines de dollars là, sur un mois. Donc, c'est des choses qu'on essaie de faire penser aux gens là, quand on établit là, le budget avec eux. C'est un travail qui est tellement important que vous faites, puis je pense au fait qu'effectivement des avocats en droit de la famille, des médiateurs, ceux qui interviennent, on va le faire aussi avec eux, mais dans une certaine mesure, nous, ce qu'on utilise est pas mal plus compliqué. Nos documents sont vraiment moins, j'utilise un anglicisme, pardon, mais user-friendly que ce que vous pouvez avoir. Là, je pense au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, au formulaire 3 qui est joint aux demandes de pension alimentaire pour époux. C'est des documents, oui, qui existent, mais une fois qu'on a le travail en amont qui a été fait, puis si vous avez eu l'occasion, si une personne a eu l'occasion d'aller à la CEF puis d'avoir un budget déjà entamé, d'avoir déjà des éléments de réponse dans un bilan, bien, c'est toute de l'information qui peut être utilisée par la suite au besoin dans un dossier de séparation, de divorce. On va quand même mettre les liens là, vers les formulaires légaux dont je parlais, mais quand même très, très utiles les outils que vous fournissez aux gens qui viennent vous voir. Suzanne, je reviendrai peut-être à toi.
parce que tantôt, on parlait, en fait, tu mentionnais que c'est l'idéal d'avoir accès aux documents financiers. C'est de ne pas avoir eu accès à ça, puis de ne pas avoir les mots de passe pour y accéder. Ça complique les choses un peu, mais simplement pour clarifier peut-être pour les gens, il y a des moyens d'obtenir ça. Il y a quand même des principes en droit de la famille qui sont très importants là-dessus. J'aimerais que tu en parles un peu. On a, en droit de la famille, puis ça, ça vient pas de moi, c'est la Cour, c'est les règles de base des instances, si on veut, en matière familiale. Mais la Cour suprême du Canada s'est prononcée là-dessus de façon très claire. Il faut qu'il y ait une divulgation financière, je cite, franche et complète de la part des deux conjoints. Et ça, c'est la base. C'est pas compliqué. À partir de là, ce qu'il faut faire, parce que vous savez, je vais juste donner une situation qui est très fréquente. Il y a juste la carte de crédit d'un des deux conjoints qui est utilisée par les deux. Il y a une séparation et là il n'y a plus d'accès aux informations. La personne a beau vouloir me dire, Suzanne, je vais te fournir tout ce que j'ai, elle n'a rien. Alors, on le demande. Le médiateur va le faire, ou la médiatrice, évidemment. Si ça ne se fait pas, on peut demander à la Cour, par avis de gestion, d'ordonner au conjoint que nous qualifierons de récalcitrant de transmettre toute cette information-là que nous allons lister. Ce n'est pas à notre client ou notre cliente de lister ces informations-là. Il existe, on connaît les choses qu'on peut demander. Évidemment, on est guidé par ce qui est à utiliser comme outil financier par nos clients, mais on peut le demander et il va y avoir des ordonnances, là. Et ça se fait rapidement parce que si c'est pour avoir une pension alimentaire en urgence, ça se fait dès le début. Et ça se continue. Je ne sais pas si tu voulais aller là, Abigail, maintenant, mais c'est parce qu'une instance de divorce, ça ne commence pas le 1er janvier pour se finir le 31 mars de la même année, là. OK? Ça peut facilement, quand il y a vraiment beaucoup d'animosité, disons, durer 2 ans, 2 ans et demi, dépendamment des situations. Alors, c'est important d'avoir une idée réelle des finances de la famille pour être capable d'avoir des pensions alimentaires et des jugements qui sont à la hauteur de ce que la famille vivait comme dépenses, enfin. Absolument. Puis je voulais en parler, puis oui, on est rendu là dans la mesure où je pense que les gens arrivent. C'est l'une ou l'autre des situations suivantes. C'est soit le dossier va se régler, que ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais parfois, les gens sont capables de s'entendre, que ce soit en médiation ou autrement. Puis, ils passent tout de suite à l'étape suivante, on va y revenir, qui est de planifier son avenir. Mais il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Puis, je veux dire, ça arrive d'avoir des mésententes sur des aspects financiers. Les tribunaux, encore une fois, sont là pour trancher aux besoins. Mais voilà, ça peut prendre, tu l'as dit déjà, des années. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement pour les gens au niveau de leur planification, de savoir qu'ils ne sauront pas ce à quoi ils ont droit pendant peut-être jusqu'à 2 ans après la séparation. Il faut penser à ce qui est en litige. Puis les mauvais chiffres et les mauvaises informations vont donner des mauvais jugements. Moi, les outils dont Nathalie parlait tantôt, pour moi, c'est essentiel parce qu'il y a des dépenses auxquelles on ne pense pas. C'est vrai, si tous les matins de ta vie, tu as toujours arrêté, je ne sais pas moi, à une grande chaîne ou n'importe quoi pour prendre un café, pour prendre... toutes les dépenses sont listées dans des budgets et c'est un pense-bête. Tu n'es pas toujours en très bon état quand tu fais ça après une séparation, un divorce, une séparation, je devrais dire, et toutes les dépenses sont là. Alors, il faut s'en servir. Il faut savoir ensuite comment on va faire vivre la résidence sur tout ce que ça implique en termes de frais fixes, mais aussi les imprévus. Comment il faut en parler. Est-ce qu'il faut la garder? Parce que demander la vente d'une résidence familiale durant l'instance, il y a beaucoup de gens qui le font, bien peu obtiennent le jugement en question parce qu'on préserve
la stabilité de la famille normalement jusqu'au final, qui qu'en soit le propriétaire enregistré. OK? Il y a aussi les pensions alimentaires en tripot. Il faut les bons chiffres pour obtenir le bon jugement. Mais si ça dure 2 ans, il faut avoir bien calculé l'impôt à verser au bout de l'année suivante. Là. Quand on est dans une année X, si on paie une pension alimentaire, si on reçoit une pension alimentaire comme conjoint, c'est taxable, c'est imposable à 100 %. C'est comme du salaire. Alors, il faut que quelqu'un vous l'ait expliqué, il faut que ce soit bien calculé et il faut provisionner, il faut mettre cet argent-là de côté pour quand l'impôt va arriver l'année suivante. Il y a des gens qui ne sont absolument pas habitués à ça. C'est normal, mais il faut juste y penser, il faut qu'on nous l'explique. Les gens comme Nathalie qui font ce genre de choses sont là pour ça, les médiateurs, les comptables, etc. Aussi, ce qui est évidemment, je l'ai dit tantôt, toutes les dépenses des enfants, mais quand on est représenté par avocat, s'il y a un litige, il faut aussi mettre ces frais-là. Et on peut avoir à demander une provision pour frais et l'obtenir, mais des fois, on n'obtient pas exactement ce qu'on voulait. Alors, c'est des choses auxquelles il faut penser jusqu'à la fin du dossier, du litige, de l'instance. Puis dans des périodes d'incertitude comme ça, justement, où on ne sait pas le résultat. C'est le résultat, est-ce que je vais avoir X montant, est-ce que je vais avoir Y? On ne sait pas combien on va avoir, disons, de la vente d'une propriété, du partage du régime matrimonial. Puis c'est des données qui sont généralement essentielles pour planifier son avenir. Nathalie, est-ce que vous avez quand même des conseils pour les gens qui tentent de se préparer à l'après-divorce, l'après-séparation, l'après-jugement? Oui, bien en fait, la première chose, c'est qu'il faut que chacun connaisse bien la situation financière actuelle, là, au moment où est-ce que le couple est ensemble, là, pour ensuite être capable d'être le plus réaliste possible pour essayer de faire son budget personnel. Il faut aussi prendre conscience qu'il y a certaines dépenses comme l'hydro, comme les télécommunications, comme l'assurance habitation. Ce sont des dépenses qui coûtent tout de même plus cher lorsqu'on est seul. C'est pas le genre de dépenses qu'on peut carrément couper la poire en deux puis dire c'est ça que ça va me coûter. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Puis de là, ensuite, que nous, on intervient. C'est de ne pas hésiter, en fait, là, de consulter des conseillers budgétaires parce que c'est sûr que surtout pour ceux qui s'en occupaient pas du budget ou moins, ben c'est facile d'oublier certaines dépenses qui reviennent peut-être même plus vite qu'ils pensaient. Là. Donc, puis aussi parce que en consultant un conseiller budgétaire, ben nous, on va faire l'analyse avec les gens parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, c'est clair. Donc, je vous dirais qu'il faut pratiquement regarder chacun des postes budgétaires parce qu'il va y avoir des décisions à prendre. Donc, c'est sûr que, puis décision à prendre, ça veut dire choix à faire. Donc, nous, c'est là qu'on est utile pour les gens, là, de les aider, là, dans le fond, là, de les accompagner dans ce processus-là. Puis aussi, ben, on peut les aider à prendre les plus grandes décisions comme le logement. Souvent, si le couple était dans une propriété, puis que là, ben, il y a un des deux ex que c'est clair pour lui et elle qui s'en vont à logement, ben, de faire le processus du budget, ben, ça peut aider, entre autres, à prendre une grande décision là, comme quel montant je peux mettre pour un budget. Puis ensuite, ben, l'autre aspect qui est bien important, ben, c'est au niveau des dettes. C'est important de répartir la responsabilité de chacun au niveau des dettes.
Puis à ce moment-là, ben, malheureusement, s'il y a un des deux conjoints qui se retrouve dans une situation de surendettement, ce que malheureusement on voit assez souvent, ben, on va pouvoir indiquer aux personnes c'est quoi les meilleures solutions là, qu'ils peuvent faire pour ça. Puis par la suite, ça peut arriver que les gens aient vraiment besoin d'aller voir des consultants financiers parce que nous, en consultation budgétaire, on ne fera pas de projection sur des placements, on ne calculera pas là, le rendement des choses et ces choses-là. Donc, pour les gens là, qui ont des actions, qui ont des placements, ainsi de suite, pour eux, ça peut aussi être bénéfique de consulter un conseiller financier après nous avoir consultés. Puis, je vous pose la question parce que honnêtement, je ne connais pas la réponse. Est-ce que vous faites aussi des scénarios? Tu sais, je pense à quelqu'un qui viendrait vous voir d'ici le jugement de divorce, donc qui a des variables inconnues dans son budget, dans son bilan, qui vont être clarifiées sous peu, ou en tout cas dans les prochains mois, dans les prochaines années. Est-ce que c'est un exercice auquel vous vous prêtez avec les gens qui vont vous voir de faire des scénarios? Oui, effectivement, que dans un cas de séparation, on n'a pas le choix souvent de penser à quelques scénarios parce qu'effectivement, il y a des montants qui ne seront pas fixés avant plusieurs mois. Donc, on n'a pas le choix là, de faire au moins 2 scénarios. Là. Je comprends. Ouais. Merci beaucoup. On est rendu là, déjà à notre dernière partie, puis ça va aller peut-être un petit peu plus vite là, parce que dans un certain sens, une fois le jugement rendu, une fois l'entente finale complétée, peut-être même entérinée par la Cour, ben, on est rendu là, à penser pour vrai à l'avenir. On est capable de le faire. On a tous les chiffres qui nous permettent de le faire. Est-ce que, peut-être là-dessus, Suzanne, j'aimerais t'entendre, là, il y a une phrase que tu répètes des fois, puis je pense à l'impact d'une séparation ou d'un divorce là, sur le train de vie des ex-conjoints. Il y a comme un constat à faire à ce moment-là. On ne s'enrichit pas en se divorçant, en général. Ça, cette phrase-là ne vient pas de moi. C'est le juge en chef de la Nouvelle-Écosse qui est en charge de tout ce qui était droit de la famille, qui a dit, à un moment donné, il a dit, ma plus grande surprise quand je suis devenue en charge de la chambre familiale, c'est que je me suis rendu compte que le monde pensait qu'il s'enrichirait en se divorçant. En tant que famille, par exemple, il y avait une belle résidence familiale, un chalet, puis qui représentait à la Cour, c'est pas à moi, puis c'est pas de moi, là, à la Cour, qu'il y aurait chacun la même chose après. Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est qu'on répartit généralement la richesse ou les facultés en deux. Évidemment, dans certains cas, c'est pas ça, là, on s'entend, mais je parle en général. Souvent, les gens, plutôt que de s'acheter chacune résidence, vont être obligés d'avoir plutôt des logements, etc. Alors, quand je dis que le statu quo doit être maintenu ou le rythme des dépenses doit être maintenu, évidemment, c'est en fonction de la raisonnabilité des dépenses et des dépenses et des facultés de chacun des conjoints. Tu sais. Ça, faut être raisonnable et il faut gérer nos attentes. Mais ça ne nous empêche pas de bien préparer les demandes en fonction de ce que c'était, tout au moins pour la période jusqu'au divorce. Après le divorce, il faut prendre les vrais chiffres et faire des scénarios exactement comme Nathalie l'a expliqué tantôt, parce que c'est ça la réalité des choses. Et il n'est pas rare qu'un des deux change de situation financière durant l'instance. N'importe quoi, là, il peut arriver beaucoup de choses, dont des décès. Oui. Puis peut-être la même chose, Nathalie, un genre de mot de la fin. Si vous vouliez que les gens retiennent peut-être un message pour les inciter peut-être à penser à leur budget, des erreurs à ne pas faire. Je vous écoute.
En fait, c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé, en fin de compte, là. En fait, là, lors des ententes temporaires, nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, les gens, ils fixeront pas de montant et ou de date. Donc, c'est important, dans ce qu'on voit dans nos bureaux, c'est important de fixer des montants et de fixer des dates. Il n'y a rien de pire pour essayer de balancer un budget qu'un des deux conjoints qui donne des montants aléatoires à des dates aléatoires. Donc, il faut vraiment là, que ce soit bien établi. Ça, c'est une chose qu'on voit souvent dans nos bureaux, que oui, elle m'en donne, mais c'est jamais le même montant, puis c'est jamais à la même date. Donc ça, c'est un petit peu tannant. D'oublier de faire les changements d'adresse. Des fois, ça amène des problématiques parce que les gens ils reçoivent pas des documents importants qu'ils auraient dû recevoir. Surtout si c'est l'un des deux conjoints qui a conservé le domicile puis qu'il n'y a pas une bonne entente. Donc ça, c'est important là, de le faire. Plusieurs l'oublient. De ne pas oublier aussi au niveau des cartes de crédit, marge de crédit, de délimiter ça. Des fois, c'était déjà juste un titulaire de la carte de crédit. Il oublie d'enlever que l'autre conjoint ne peut plus utiliser la carte. C'est toutes des petites choses là, que malheureusement qu'on voit que les gens oublient. En fait, là, pour terminer, ce que j'aimerais que les gens retiennent, en fait, ça aussi, on en a déjà parlé, c'est de vraiment aller devant des instances pour avoir des tierces personnes pour conclure des ententes. Parce que malheureusement, on voit trop souvent des ententes qui sont inéquitables, d'une part. Puis l'autre chose, c'est que des fois, la relation entre les ex-conjoints est tout de même harmonieuse, ça se passe quand même assez bien, leur entente est quand même bien, mais malheureusement, des fois, c'est l'entourage ou un nouveau conjoint qui va arriver dans le décor, qui va venir tout défaire la belle harmonie qu'il y avait là, dans le processus là, de séparation. Là. Donc ça aussi, c'est important là, que les choses soient déjà toutes bien délimitées. Comme ça, si l'entourage ou une nouvelle personne veut s'en mêler, les probabilités que ça demeure harmonieux sont plus grandes. Ça, c'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'entends de, je peux résumer peut-être, il y a un aspect prévisibilité qui est important, d'avoir une prévisibilité sur les dates, les montants qui vont venir, c'est l'essentiel pour être capable de faire un budget qui se tient. Puis effectivement, de consigner par écrit, d'avoir des ententes qui sont claires pour éviter que chaque changement de situation, notamment l'arrivée de nouvelles personnes dans notre vie, vienne bouleverser quelque chose qui aurait pu perdurer. Merci à toutes les deux. On serait déjà rendu peut-être à la période de questions. Là. Je vais essayer de... je vais peut-être faire une sélection vu le temps qu'il reste. Puis pour celles que j'arrive à vous lire, celle-ci est peut-être plus juridique. Suzanne, comment fonctionne l'ajustement des pensions alimentaires pour enfants? C'est une question qui est intéressante. Je me suis déjà posée aussi en début de pratique. Tu sais, l'année en cours versus on utilise les déclarations d'impôts de l'année précédente. Oui. Comment on ajuste une pension alimentaire? En vertu du Code de procédure civile, on a le droit de demander à l'autre conjoint, une fois par année, l'état de ses finances, si vous voulez, là, les déclarations de revenus. Et normalement, la pension alimentaire est supposée être ajustée en fonction des nouveaux revenus. Là où le bas blesse, c'est que les revenus ne sont pas tous des revenus qui apparaissent à une déclaration de revenus. S'il y a, par exemple, des compagnies de gestion, s'il y a des fiducies, etc., ça peut être plus délicat, mais aussitôt qu'il y a normalement une modification importante aux revenus d'un des deux conjoints, puis ça peut être un revenu à la baisse de l'autre aussi, là.
Il est supposé y avoir ajustement de pension alimentaire. Puis j'ajouterais que c'est le genre d'élément justement qui peut faire l'objet d'une entente, qui peut être discuté parce qu'il y a certaines personnes qui, même si la loi prévoit, disons, que la pension alimentaire s'établit en fonction des revenus de l'année en cours, vont prendre ceux de l'année passée parce que c'est plus facile d'avoir les documents financiers de l'année précédente puis d'être comme tout le temps une année en décalage. Je pense que c'est un peu ça le sens de la question, mais théoriquement, ce que la loi dit, par contre, c'est qu'on les fixe pour l'année en cours. Donc, il y a cette. Mais ce qui est important, Abigail, normalement, quand on. Tu sais, Nathalie disait qu'il faut être dans les détails, c'est le genre de choses. Quand on fait une entente, là, si on dit on a utilisé les revenus de l'année dernière pour faire ça, quand on va avoir reçu les vrais, par exemple, les vrais revenus de l'année courante, ben, on va ajuster dès le moment où on va recevoir, on va s'échanger les avis de cotisation, puis on va ajuster en fonction des barèmes. Les gens le font souvent dans des ententes pour éviter ce genre de difficultés. Oui. Pour qu'il y en ait un, on met des dates très claires. Pas de date, ça te donne une pension alimentaire, ça ne donne rien, c'est un iCloud, là, c'est rien. Il faut vraiment mettre les chiffres, les dates. Et s'il y a des calculs spéciaux, parce que, par exemple, quelqu'un a une entreprise quelconque où il y a de l'argent comptant, n'importe quoi, souvent, il y a une façon, on peut prévoir comment l'écrire. Il y a quelqu'un qui pose la question. La question est mentionnée en parlant d'étapes, mais je vais peut-être essayer de reformuler là, dans la mesure où quelqu'un se pose la question, est-ce que c'est possible de revoir la pension alimentaire pour enfants s'il y a un changement dans la cellule familiale, donc des enfants d'une nouvelle union, par exemple? Ça, c'est possible. C'est ce qu'on appelle des difficultés excessives qui permettent de baisser la pension alimentaire ou de l'ajuster à la baisse, mais il faut faire la preuve des difficultés excessives. C'est pas automatique. C'est pas il y a une naissance d'un nouvel enfant, donc il y a ajustement. Ça ne fonctionne pas comme ça, il faut prouver, c'est ça. Oui. Bon, est-ce que l'ajustement est automatiquement fait par le ministère? Non. 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 Il faut le demander. Oui. Et puis, bon, celle-ci, je vais essayer, encore une fois, je vais la lire. Peut-être on n'aura pas la bonne interprétation, mais on va essayer d'y répondre. Là. Quoi faire lorsqu'une personne a la charge entière de l'enfant? Donc, on comprend que temps parental majoritaire ou en tout cas la garde exclusive, c'est donc cette personne-là qui reçoit des aides financières du gouvernement. Cette personne-là ne veut pas ajouter l'enfant à ses assurances collectives. OK. Ça, il y a une façon de le calculer en termes de frais particuliers où on peut calculer ce que les coûts d'assurance seraient pour une personne seule. On ajoute ce que c'est quand on ajoute l'enfant et on peut réclamer la différence comme frais particuliers à titre de pension alimentaire à l'autre conjoint. Juste peut-être pour un exemple là, comme ça, là, disons, c'est 100 $ pour individuel, 400 $ familial. La différence de 300 peut être partageable entre les deux parents en fonction de leur proportion de leurs revenus respectifs. Tout à fait. Dans le formulaire 1, là, quand on met les deux revenus, là, ça donne X% pour un, X% pour l'autre. C'est ça qui va être fait. Je pense avoir fait le tour, sinon on arrive tout juste à 13 h. Donc, je pense qu'on a terminé là, la conférence d'aujourd'hui dans les temps. Un gros merci à vous deux, Nathalie, Suzanne, pour votre présence aujourd'hui, pour la belle discussion qu'on a eue. Et merci aussi à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. J'en profite pour vous dire qu'au mois de mars, Juridique va participer au mois de la justice qui est organisé par Juripop, donc avec 2 rendez-vous d'une durée d'environ 30 minutes. Ça va avoir lieu le 11 mars et le 25 mars. Dans les deux cas, on va parler, dans le premier cas, en fait, on va parler de nesting, donc cette formule qui permet de conserver les enfants dans le nid pendant que les parents
quitte le domicile pendant le temps de l'autre. Et le 25 mars, on va parler de détermination des revenus afin de calculer la pension alimentaire pour enfants. Donc, si jamais vous les manquez, les rendez-vous, vous pouvez toujours aller les voir sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nos enregistrements y sont toujours. Donc, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous.